Bienvenue dans Euronews Soir pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité européenne et internationale. Voici les titres de cette édition. 1er mai, journée internationale des travailleurs. Ce mercredi était férié dans de nombreux pays européens et marqué par des manifestations syndicales en Espagne, en Russie, en Grèce ou en France notamment. La France, où plus de 300 000 personnes ont défilé à l'appel des syndicats dans tout le pays. Des heurts ont eu lieu à Paris entre Black Bloc et forces de l'ordre. Nous irons ensuite au Venezuela au lendemain du coup d'État manqué de l'opposant Juan Guaidó. Lui qui appelle désormais à une révolution pacifique, voulait organiser aujourd'hui la plus grande manifestation de l'histoire du pays. Une journée sous haute tension. Et puis je vous emmènerai au musée du Louvre pour une soirée très particulière. Les lauréats d'un concours ont pu dîner avec Mona Lisa et dormir dans la cour de l'ancien palais des rois de France. Je vous le disais en titre, ce 1er mai était fêté dans de nombreux pays d'Europe. Cortèges syndicaux ou fêtes du printemps, à chacun ses traditions. Tour d'horizon avec Olivier Péguy. Le 1er mai est depuis des décennies la journée internationale des travailleurs. Dans de nombreux pays, c'est un jour férié marqué par des manifestations syndicales. En Espagne, ce 1er mai avait une forte résonance politique, quelques jours après les législatives. Dans les défilés des syndicats, des revendications adressées aux futurs chefs du gouvernement, non aux politiques d'austérité, oui à l'augmentation des salaires et des retraites. En Allemagne, plusieurs rassemblements étaient organisés. D'abord des défilés initiés par les syndicats à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Mais d'autres marches étaient prévues à l'appel cette fois du parti d'extrême droite AfD, Alternative pour l'Allemagne. Un important dispositif policier était déployé pour éviter les affrontements. Ambiance plus festive en Russie, où le 1er mai donne lieu chaque année à de grands défilés. 2019 n'aura pas dérogé à la règle. Des milliers de personnes étaient rassemblées sur la place rouge. Cette journée marque la fête du travail, mais aussi l'arrivée du printemps. On termine ce tour d'horizon par la Turquie avec des heurts à Istanbul. Les manifestants souhaitaient rallier l'emblématique place Taksim, mais ils en ont été empêchés par les forces de l'ordre. La tension est palpable à Istanbul. L'opposition a remporté la mairie il y a un mois, mais le président Erdogan refuse de reconnaître sa défaite. En France, la traditionnelle journée de manifestation syndicale a été émaillée de violence à Paris. Des heurts entre Black Bloc et forces de l'ordre ont eu lieu à la fin du cortège, au cœur de la capitale. Le récit d'Annelise Fantino. C'était un rendez-vous attendu et placé sous haute sécurité en France. Les manifestations du 1er mai ont réuni pour la première fois des organisations syndicales et des gilets jaunes. À Paris, des heurts ont éclaté en marge des rassemblements. Les premiers affrontements se sont déroulés dans le quartier Montparnasse. Au moins 35 personnes ont été interpellées ce matin, selon la préfecture de police. Plus de 7000 policiers et gendarmes ont quadrillé la capitale française par crainte de nouveaux débordements et pour faire face aux milliers d'activistes radicaux qui étaient attendus sur place. Les quartiers de la Concorde et des Champs-Élysées ont été entièrement bouclés. Le dispositif sécuritaire a été renforcé en raison des appels visant à faire de Paris la capitale de l'émeute, relayés sur les réseaux sociaux. Sur la trajectoire du cortège, les magasins avaient tiré le rideau et le stationnement était interdit le long des axes concernés, alors que dans le quartier latin, la mobilisation avait débuté dans le calme. Au Venezuela, la situation est toujours très tendue au lendemain du coup d'État manqué. L'opposant vénézuélien Juan Guaidó renforce la pression sur le président Nicolás Maduro en ce jour de manifestation du 1er mai. Juan Guaidó espère que ce sera la plus grande manifestation de l'histoire du pays pour renverser le président. Dans les rues de Caracas, les signes de tension de la veille sont encore visibles. Et pour parler de la crise au Venezuela, je suis avec Serge Olivier, historien et spécialiste de l'Amérique latine. Bonsoir. Bonsoir. L'opposant Juan Guaidó passe à la vitesse supérieure. A-t-il encore une chance de renverser Nicolás Maduro? La situation est difficile. Est-ce qu'il a encore une chance de faire basculer les choses en la faveur donc, du gouvernement? Oui, bien sûr, il en a, puisque la pression est d'autant plus forte à l'heure actuelle. Elle n'a jamais été aussi forte sur le régime de Maduro, et notamment parce que des nouvelles sanctions américaines ont été passées donc, la semaine dernière. Notamment, la Banque centrale du Venezuela ne peut plus opérer d'opérations financières en dollars. C'est un véritable embargo
pour le coup, qui a été mise en place sur le système financier et sur le pétrole vénézuélien par Washington. Donc ça, c'est un coup extrêmement dur contre le régime de Maduro, mais aussi contre l'économie vénézuélienne. Donc c'est extrêmement problématique. Ça risque d'accentuer encore la crise économique au Venezuela, qui est catastrophique. Ça pourrait jouer au final contre Guaidó aussi bien que contre Maduro. Est-ce que vous pensez que le Venezuela peut sortir de la crise politique sans l'aide de la communauté internationale ? Alors écoutez, la question de l'ingérence étrangère dans la crise politique vénézuélienne, elle est extrêmement compliquée puisque le gouvernement de Maduro et avant lui, celui de Chavez, a déjà été et est toujours soutenu par des puissances étrangères qui sont présentes dans l'administration même du Venezuela. D'abord les Cubains, qui sont extrêmement puissants dans l'appareil d'État, qui sont extrêmement présents dans les renseignements, dans les affaires de sécurité intérieure, au sein de l'armée même vénézuélienne, qui est très largement surveillée par l'appareil de renseignement cubain. Le régime s'appuie sur des hommes de confiance cubains et aussi d'autres administrations civiles moins régaliennes s'appuient aussi sur des compétences et sur des experts cubains. Et puis derrière Cuba, il y a aussi la Russie et la Chine, surtout la Russie, qui est un soutien à Maduro beaucoup plus infaillible que la Chine. Donc le maintien même de Maduro est lié au soutien de puissances étrangères. Donc la capacité à Guaidó et à l'opposition de retourner donc, la situation à leur faveur, elle dépend aussi du soutien de puissances étrangères. Donc c'est tout le problème. La meilleure façon de faire, ce serait de pouvoir sortir de la crise par des élections libres et réellement compétitives. Sauf que le pouvoir en place ne veut pas de ce type d'élection, ou du moins ne veut pas d'élection qu'il pourrait éventuellement perdre, puisqu'à l'heure actuelle, le pouvoir est extrêmement impopulaire au Venezuela. Alors Nicolás Maduro refuse de parler de crise humanitaire. Qu'en est-il concrètement de la situation dans le pays ? La crise économique au Venezuela a provoqué et a débouché une crise humanitaire. C'est très clair. 85% de la population ne se nourrirait pas suffisamment. Les hôpitaux ne fonctionnent plus. Des maladies qui avaient été éradiquées du Venezuela depuis des dizaines d'années sont réapparues, comme par exemple le palu, la malaria, comme aussi la diphtérie ou la tuberculose qui sont réapparues. C'est une situation qui est catastrophique et qui est aussi accentuée par les coupures d'électricité. Elles se multiplient, ces coupures, et elles accentuent une situation qui est de plus en plus catastrophique et qui provoque un exil, un exode, une émigration massive à l'extérieur du pays. Serge Olivier, un grand merci pour votre éclairage. C'est désormais officiel, le Japon a un nouvel empereur. Naruhito, le fils aîné du souverain Akihito qui a abdiqué, est monté sur le trône, ouvrant ainsi une nouvelle ère. Naruhito est devenu le nouvel empereur du Japon au lendemain de l'abdication de son père. La veille, Akihito avait renoncé à ses fonctions lors d'une cérémonie solennelle, la dernière d'une longue série de rituels protocolaires qui se tenaient depuis le mois de mars. Je jure d'agir en conformité avec la Constitution et d'assumer ma responsabilité en tant que symbole de l'État et de l'unité du peuple japonais, avec mon esprit tourné vers le peuple et en me tenant à ses côtés. Je prie sincèrement pour le bonheur du peuple et le développement de la nation, ainsi que pour la paix dans le monde. Le nouveau couple impérial a créé une forme de proximité avec les citoyens en se rendant notamment sur les lieux des catastrophes naturelles survenues ces dernières années. Il y a un sentiment de familiarité avec le nouvel empereur et avec l'impératrice car ils voient les choses comme nous. Quand je suis allée acheter le journal aujourd'hui en ville, j'étais très enthousiaste. J'étais émue et je partageais ce sentiment de fête. J'étais bouleversée. Ce parc situé près de Tokyo a aussi célébré à sa manière l'accession au trône de Naruhito. Ces moutons ont formé les idéogrammes qui signifient Reiwa pour marquer l'entrée dans la nouvelle ère. Dans le reste de l'actualité, Emmanuel Macron recevra demain au château d'Amboise son homologue italien, Sergio Mattarella, pour célébrer le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, une visite en l'honneur du génie de la Renaissance et qui sera l'occasion d'apaiser les tensions entre les deux pays. Les détails du programme avec Sandrine Delorme.
C'est en Touraine, à Amboise, que les présidents français et italiens vont commémorer ensemble le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci, génie de la Renaissance. L'occasion d'aplanir les tensions entre les deux pays. Emmanuel Macron et Sergio Mattarella vont se recueillir sur la tombe de l'artiste italien qui repose à la chapelle Saint-Hubert depuis la Révolution. Le président de la République française va recevoir donc ici à Amboise le président de la République italienne. Il s'agit d'un geste tout à fait solennel, bien montré si vous voulez que les deux pays ont en partage donc cette mémoire, cette figure, toute la culture qui associe nos deux pays et comme tel, je crois qu'il y a un symbole fort qui veut être donné par ces deux présidents. Les commémorations des 500 ans de la mort de Léonard de Vinci ont donné lieu à des tensions entre Rome et Paris, en lien avec des prix de tableaux pour une grande exposition au Louvre en octobre. Un temps, le ministère italien de la Culture a semblé reprocher à la France une appropriation de l'héritage du peintre italien. Il avait fallu une rencontre fin février à Milan entre les ministres français et italiens de la Culture pour apaiser les tensions, alors qualifiées de malentendus. C'est le 2 mai 1519 que le peintre et savant génial s'est éteint dans le château du Clos Lucé d'Amboise, un peu plus de 3 ans après avoir été invité en France par le roi François Ier. Léonard de Vinci, c'est incontestablement, si vous voulez, un artiste. Et comme tous les arts et les artistes, leur œuvre, leur travail, leur talent, c'est quelque chose qui est mis en partage. Léonard de Vinci est incontestablement né en Italie, c'est un Florentin, mais au-delà de ça, il a une carrière au service de plusieurs puissants. Cette carrière se termine, sa vie se termine ici en France, et aujourd'hui, c'est incontestablement une figure universelle. Et le beau, en fait, doit toujours rassembler le maximum de personnes. C'est début mars qu'Emmanuel Macron avait convié Sergio Mattarella à ces cérémonies à Amboise. Après les crispations entre Paris et Rome au sujet de l'immigration clandestine, des gilets jaunes, puis ces bisbilles culturelles, Léonard de Vinci va donc réconcilier la France et l'Italie. Venons-en à ce triste anniversaire. Il y a tout juste 25 ans disparaissait le triple champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, mort sur le circuit d'Imola en Italie. Le pilote brésilien n'avait que 34 ans. De nombreux hommages lui ont été rendus aujourd'hui. Arnaud Richard. C'était il y a tout juste un quart de siècle. Le 1er mai 1994, Ayrton Senna embarquait dans sa Williams Renault pour participer au Grand Prix de Saint-Marin à Imola en Italie. C'est là qu'il a trouvé la mort, lancé à plus de 300 km/h dans le virage de Tamburello, au 6e tour de circuit. Ayrton est présent dans toutes les mémoires, vous le savez. C'était un champion magnifique, avec du charisme, un grand leadership et une forte personnalité. Nous l'aimons toujours. Ayrton Senna est mort à l'âge de 34 ans. Dans sa ville de São Paulo, 3 millions de Brésiliens rendent hommage au triple champion du monde de Formule 1. Le Français Alain Prost, dont la rivalité avec Senna a marqué l'histoire de la Formule 1, évoque une personnalité vraiment différente, devenue un ami. Une légende de l'automobile, dont le souvenir est toujours aussi vivace chez ceux qui l'ont fréquenté, 25 ans après sa disparition. Que diriez-vous de prendre l'apéritif avec la Joconde et de dormir sous les étoiles dans la cour du musée du Louvre? C'est ce qu'a pu faire un couple de Canadiens en remportant un concours. Christelle Pétron-Gary s'est glissée dans les coulisses de ce moment exceptionnel et hors du temps. Passer une nuit dans l'ancien palais des rois de France, boire une coupe de champagne devant Mona Lisa ou dîner près de la Vénus de Milo, un privilège pour Daniela et Adam. La jeune femme de 26 ans a remporté le concours lancé par le musée du Louvre et une célèbre plateforme d'hébergement. Le principe, répondre à cette question: pourquoi seriez-vous l'invité parfait de la Joconde? J'ai écrit que j'étais restauratrice, passionnée d'histoire de l'art et une artiste, et que nous pouvions avoir beaucoup de choses à nous dire. Et que je lui apporterais un verre ou des chips si elle avait faim. Et que nous discuterions et partagerions un sourire. Et c'est tout. Et parler de ce qu'aimait Léonard de Vinci.
Un moment inédit pour Daniela et son amoureux qui ont eu droit à une visite très privée du musée, accompagnée d'une historienne de l'art. Après un concert privé, une nuit romantique dans la cour du Louvre, sous une mini-pyramide construite pour l'occasion. Ils sont les premiers depuis des siècles à passer la nuit dans l'ancien palais, déserté par les rois de France au milieu du XVIIIe siècle. Le Louvre fêtait cette année les 30 ans de la pyramide, donc on avait envie de faire des choses assez exceptionnelles et d'aller au-devant de tous les publics. Et ça faisait un petit moment qu'on réfléchissait avec Airbnb à une opération commune et on s'est dit que c'était l'occasion, Airbnb fêtait ses 10 ans, de proposer quelque chose qui soit vraiment magique. Ceux qui n'ont pas pu profiter de cette occasion historique auront encore la chance de bénéficier d'un traitement de faveur au Louvre, car la plateforme dévoilera bientôt un programme de concerts intimes et de visites exclusives. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée, à bientôt.